Magali Ténas, déléguée générale Sportsora. Bonjour Laurie. Bonjour. Bonjour. Vous allez répondre donc à cette question. Et je vais vous laisser parce que moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Comment le sponsoring se renouvelle? Ouais, merci Laurie. On va essayer effectivement d'y répondre tout de suite. Et effectivement, le sponsoring, alors le sponsoring a connu aussi la crise. Malheureusement, effectivement, on a eu un certain nombre de chiffres qui ont donné des pertes en sponsoring sportif affichées de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, avec plutôt des petits acteurs du sponsoring qui ont été affectés par la crise, avec plutôt des grandes marques partenaires qui ont tenu leur engagement auprès de leurs assets sportifs. Et puis, un renouveau, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'on a la perspective de très beaux événements sportifs en France dans les tout prochains mois. Et puis, alors il y a un chiffre qui est sorti d'une étude au niveau mondial qui dit que le sponsoring sportif a augmenté de 107% en 2021 versus 2020. C'est vrai que le sponsoring reste un outil de communication qui est extrêmement valorisé par les Français. 81% des Français estiment que c'est un très bon outil de communication. On avait fait chez Sportsora une étude de perception du sponsoring par le grand public qui disait que 81% des Français considéraient que c'était les marques partenaires avaient une meilleure image. Donc c'est aussi le sponsoring est absolument indispensable au modèle économique du sport. Donc on est absolument plutôt ravis de voir que la dynamique repart. Et donc le sponsoring a évolué, il se renouvelle avec évidemment de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires qui rentrent, qui s'engagent en sponsoring sportif, des marques qui sont de plus en plus alignées aussi avec les aspirations des consommateurs et des cibles, et qui cherchent peut-être à renforcer à la fois leur proximité avec ces cibles et à utiliser toutes les nouvelles technologies qui ouvrent le champ des possibles. Donc ça, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi quatre spécialistes du sujet qui vont nous éclairer ce matin. 4 grands thèmes, 4 grandes positions, opinions qu'on souhaitait partager avec vous ce matin, que l'on va illustrer de nombreux exemples. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, alors dans l'ordre, on va le faire dans l'ordre comme ça, Jean-Baptiste Pin pour Jabra, Stéphanie Bernard pour Proman, Céline Jaubert pour l'agence La Fourmi et Julien Jalouzet de l'AS Monaco. Donc un très beau panel pour m'accompagner ce matin. Je ne sais plus, je crois que c'est là qu'il faut que j'aille m'asseoir. Alors, j'ai un problème, j'ai un stylo, j'ai des lunettes, sinon je vois rien. Et puis, il faut que je passe des slides. Donc, première partie ce matin, comme je vous le disais, sur les acteurs du sponsoring sportif. Et tout de suite, en fait, on va demander à Céline de nous faire un rapide panorama des marques et des nouvelles marques qui sont rentrées dans ce secteur du sponsoring sportif. Bon, merci Magali et bonjour à tous. Donc effectivement, on constate que le panorama finalement a évolué au même titre que notre société. On a les acteurs traditionnels, historiques, qui sont des acteurs grand public, mainstream, qui perpétuent leurs investissements et qui associent toujours davantage leur image aux valeurs et aux émotions uniques que procure le sport. Ils mettent en place des campagnes d'envergure, des dispositifs d'activation très pointus. La vraie question et le vrai enjeu pour eux, c'est vraiment de réussir à se renouveler et d'innover pour assurer toujours davantage de visibilité et de proximité avec leurs audiences. Alors, l'innovation et la visibilité, c'est clairement ce qu'ont réussi les acteurs du 2.0 quand ils se sont lancés dans le sponsoring, notamment parce qu'ils étaient clairement armés de leur savoir-faire techno
qui ont pu permettre de proposer des nouvelles expériences et notamment des propositions très intéressantes dans le parcours fan qu'ils pouvaient proposer. On pense notamment à Airbnb, qui est partenaire des Jeux Olympiques et qui proposait une nouvelle norme en matière d'hébergement et fait en sorte que finalement les locaux ou même les athlètes accueillaient des fans des fans étrangers dans leur pays. Spotify, et ça aura échappé à personne, qui est donc nouvellement sponsor du maillot du FC Barcelone et qui peut présager effectivement en termes d'activation et de communication un vrai mix entre foot et culture. Donc on attend de voir ce qui va se passer avec impatience. Et enfin, autre exemple, Uber Eats, partenaire maillot de l'Olympique de Marseille, qui en fait a totalement revisité son action première de livraison de repas en mixant rap et lancement de maillot. Enfin, beaucoup de nouveaux arrivants, notamment dans le Web 3 et notamment avec les crypto-monnaies. Il y a pas moins de 8 crypto-sponsors aujourd'hui qui se sont lancés dans la F1. Ça n'aura échappé à personne, Crypto.com qui est devenu partenaire de la Coupe du Monde 2022. Donc c'est vraiment une entrée fracassante sur le marché du sponsoring. Donc c'est très prometteur et comme le disait Magali, voilà, ça vient nourrir et alimenter le marché. On parle de la crypto-monnaie, mais aussi par exemple des médias ou de réseaux sociaux comme TikTok avec l'UEFA, et on en parlera plus en détail après. Merci Céline. Alors dans ce panorama en fait des acteurs du sponsoring, il y a des entreprises comme Proman en fait. Alors je vous disais Stéphanie, je vais vous passer la parole. Vous faites partie aujourd'hui des classiques presque, des traditionnels, puisque maintenant on vous attend effectivement en tant que recruteur sur les grands événements. Et est-ce que vous pouvez donc nous préciser un petit peu votre stratégie en termes de sponsoring sportif et comment elle a évolué depuis vos débuts à Roland-Garros, à l'Euro 2016 jusqu'à la prochaine Coupe du Monde de rugby? C'est une vaste question, mais je vais tâcher d'y répondre de manière synthétique. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement Proman, d'où on part. Nous sommes une entreprise 100% familiale et indépendante. Le siège social est à Manosque et l'entreprise, au fil des plus de 30 années d'existence, s'est hissée au 4e rang français et européen dans le secteur du recrutement et du travail temporaire, tout en gardant des valeurs très familiales. Au départ, j'ose dire, ce qu'on disait souvent, on est des besogneux, presque, là c'est l'anticommunication par excellence, on est des besognons, soyons discrets. Et on s'est rendu compte, et on a commencé, nous, notre partenariat sur le premier axe, qui était un partenariat de proximité. Ça consiste en quoi? C'est l'implication locale de l'ensemble de nos agences, les partenariats avec les clubs sportifs locaux, pour nous faire connaître auprès des acteurs de l'emploi, auprès des acteurs économiques et renforcer le lien en local. Ça, c'était le premier axe qui s'est très spontanément développé au sein de notre réseau, au sein du groupe. Et puis, au fur et à mesure de notre croissance, puisqu'on a toujours grandi en ayant des taux de croissance, on va rester mais supérieur au marché, s'est posé le cas d'un souci de notoriété. Et à la demande de l'ensemble des collaborateurs, il faut qu'on fasse un événement d'envergure. Donc on a commencé, et pas qu'à moitié, en étant recruteur officiel de l'Euro 2016. Le premier objectif de ce premier événement, qui a été un événement vraiment d'envergure pour nous, c'était vraiment d'accroître notre notoriété spontanée et autour d'un événement en France, d'une très belle fête en France. Donc on a commencé sur ce premier événement, surtout avec l'objectif d'accroître notre notoriété. Ensuite, autour de cet aspect de notoriété, on a continué à être partenaire d'événements sportifs en France. On y est très attaché. Et ça a été ensuite le second événement, la Coupe du Monde féminine de football. Vous pouvez le voir en photo, en image. Et toujours sur cet objectif de notoriété, mais surtout avec un souhait de valoriser le travail au féminin. En valorisant notre savoir-faire, puisqu'on était aussi recruteur officiel tout autour de l'événement, mais aussi valoriser l'emploi, attirer le personnel féminin, les femmes, autour de l'emploi, au sein de notre propre réseau d'agences, au sein des différents postes qu'on pouvait proposer en mission d'intérim, en recrutement.
Et la prochaine étape qui arrive, c'est demain, c'est la Coupe du monde de rugby, où nous sommes également, on est ravis d'être partenaires et recruteurs officiels de la Coupe du monde de rugby. Et les valeurs de rugby ressemblent à celles de Proman. C'est l'esprit d'équipe, la solidarité, la bienveillance. On a vraiment des valeurs communes avec le rugby. Et tout naturellement, on avait très envie d'être partenaire de cette manifestation et qui sera aussi une vitrine de notre savoir-faire puisqu'on sera recruteur officiel. Et c'est un événement de famille et Proman est une entreprise familiale. Donc, on s'est complètement reconnu dans cette manifestation. Donc oui, on est sur ce type d'événement et qui contribue au développement de Proman et on met en avant tout notre savoir-faire. Merci Stéphanie, c'est effectivement aussi alors, se renouveler. On reviendra hein, en fin de table ronde sur cet objectif effectivement que vous avez à travers la Coupe du monde de rugby. Mais on voit bien effectivement sur de plus en plus de partenaires. Au départ, effectivement, un objectif de notoriété, de visibilité de marque. Et puis on passe au sport féminin et ensuite une vitrine et puis peut-être un engagement sociétal aussi. Et c'est une évolution qui est assez naturelle et courante pour de nombreuses marques. Céline, dans ton introduction, tu as parlé rapidement de TikTok. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet, sur cet exemple ? Alors effectivement, c'est un exemple qui nous semble intéressant dans la mesure où, clairement, TikTok, dans le cadre de son implication avec l'UEFA, a clairement cassé les codes. TikTok, un média, réseau social, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs au quotidien. Et de prime abord, c'est tout sauf un sponsor dans l'absolu dans notre esprit. Et pourtant, c'est un sacré sponsor, notamment avec l'UEFA et l'Euro 2020, mais aussi la Cannes 21 et le tournoi Destination. Clairement, TikTok propose une nouvelle expérience pour les fans qui est plus divertissante, plus furtive et qui casse les codes de la consommation du contenu du sport. On a largement parlé hier lors des conférences, la consommation du sport et c'est une nouvelle façon de l'envisager et au cœur des problématiques. Tant et si bien que TikTok, dans le cadre de l'Euro, est devenu le lieu où les fans se sont regroupés pour partager la compétition. À titre d'information, le hashtag football pour la dernière compétition a été vu plus de 119 milliards de fois versus 70 milliards. Donc on voit bien, alors c'est pas le double mais pas loin, la façon dont finalement TikTok a permis aussi à l'UEFA de rayonner davantage auprès des nouvelles générations. Ce partenariat, il a été rendu possible aussi parce que l'UEFA a compris clairement le potentiel que représentait ce partenariat et a lui aussi évolué dans sa manière d'envisager ses packages, ses droits, a fait preuve de souplesse. Ainsi, TikTok a pu proposer sur ses plateformes des contenus totalement exclusifs, totalement singuliers et spéciaux, a pu bénéficier d'archives, et on sait ô combien c'est précieux, a pu proposer des fonctionnalités exclusives qui étaient disponibles uniquement pendant la compétition. Donc on le voit bien, c'est clairement un accord win-win, faisant de la plateforme une référence, toujours plus et une référence actuelle, et qui offre à l'UEFA une visibilité inégalée auprès des jeunes générations. Donc c'est un coup de maître de TikTok dans le monde du sport, et on sait qui c'est demain auprès de la Coupe du monde de foot ou des Jeux Olympiques, pourquoi pas. Alors dans cette catégorie aussi des partenaires qui permettent de démultiplier en fait la visibilité de l'événement sportif, eh bien Julien, je me tourne vers toi parce que l'arrivée des crypto-monnaies sont aussi des partenaires qui vont permettre de donner beaucoup plus de visibilité, de démultiplier ces partenariats. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet ? Oui, bon. Vous êtes, je rappelle, l'AS Monaco, vous êtes quand même champion des cryptos chez vous. On a 2 partenaires de crypto, qui sont Socios et Sorare. Donc c'est une entrée dans le Web 3. Céline en a parlé tout à l'heure, 8 deals crypto en Formule 1 récemment. Donc en effet, ils font une entrée fracassante dans le monde du sponsoring.
Pourquoi ils font cette entrée fracassante? Première raison, parce qu'ils ont un pouvoir d'investissement incroyable. Il ne faut pas se leurrer, ça coûte assez cher d'investir dans le sport, enfin, même si on peut investir à tous les niveaux. Mais ils font, eux, des entrées sur des très grosses propriétés, par exemple la Formule 1, l'UFC, la FIFA, des stades de basket aux États-Unis, etc. Ils ont un pouvoir d'investissement énorme, puisque souvent, c'est des sociétés qui ont levé de l'argent et qui ont converti cet argent en crypto-monnaie, et que la crypto-monnaie a explosé ces 2 dernières années. Donc, par exemple, Tezos, qui est une crypto-monnaie qui vient de signer avec McLaren, Manchester United, ils ont levé 100 millions d'euros il y a 1 an et demi, et ils l'ont placé en Tezos et en Bitcoin, et c'est devenu 1 milliard d'euros. Donc, eux, ils ont une capacité d'investissement d'1 milliard d'euros dans le sponsoring aujourd'hui. Donc, Tezos, par exemple, qui vient de signer avec Manchester United, attendez-vous à aller voir dans plein de deals à venir. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle ils investissent, un pouvoir d'investissement extrêmement fort. La deuxième, c'est que généralement, on investit dans le sport en tant que sponsor pour 3 raisons. Notoriété de marque, préférence de marque et conversion, transformation, donc ramener des utilisateurs. Et eux, ils viennent chercher exactement les 3. Ils ont besoin de notoriété, ils ont besoin de développer une préférence de marque, puisqu'il y a peut-être un effet bulle avec quelques très gros acteurs qui vont survivre, et il faut que ce soit eux. Et ils ont besoin de conversion, puisqu'aujourd'hui, des crypto-monnaies, des blockchains, il y en a des dizaines. Et ce qui va faire que celles qui survivent, qu'il y en a qui survivent, ça va être le taux d'adoption. Donc, ils ont besoin énormément d'utilisateurs. Donc, il y a par exemple Coinbase, qui est une plateforme d'investissement qui a acheté la publicité la plus chère pendant le Super Bowl, qui était en fait un QR code, qui a fait planter leur serveur. Il y a Binance, qui est une autre plateforme qui investit partout. C'est un peu aujourd'hui, c'est comme si la bourse se créait et qu'on décidait qui va être Boursorama, qui va être un gros acteur, un petit acteur. Donc, ils investissent énormément. Et la dernière raison pour laquelle ils investissent dans le sport, qui est assez intéressante, et qu'on a vu à l'AS Monaco, c'est qu'on a une affinité supérieure, nos fans ont une affinité supérieure avec ce monde à la population générale, on va dire. En effet, on est plutôt sur des jeunes, plutôt très connectés sur le digital, donc plutôt des hommes, qui est vraiment la cible aujourd'hui des acteurs de crypto. Et c'est vrai pour l'ensemble du sport. Mais à Monaco, c'est très, très flagrant. S'il y a un taux d'adoption dans la population générale de 10 sur 100, nous, on est déjà à 35 parmi nos fans, parmi nos 20 millions de fans sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça aussi que les acteurs du Web3 et des cryptos investissent. Et ce n'est pas du tout un effet de mode. Je pense que c'est le début de quelque chose qui va durer plusieurs années et qui va prendre énormément de place dans le monde du sponsoring. Merci, on reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Deuxième sujet que l'on voulait partager avec vous, c'est le sujet de l'activation. En fait, aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe en matière d'activation, on fait un peu un grand écart entre des marques partenaires qui vont avoir, grâce à l'avancée des technologies, ce dont on vient de parler aussi, du digital, avoir un champ des possibles, un champ d'expression qui est quasiment illimité et qui va donner lieu à de nouvelles opportunités de visibilité pour les marques. Et à l'autre bout de la chaîne, de pratiquement du 100% digital, voire virtuel, des activations très en proximité des cibles, des activations dédiées, tournées vers le sport amateur, des activations grassroots. Pour parler de ce sujet-là, Céline, je crois que tu as sélectionné un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques d'activation grassroots. Oui, effectivement, comme tu le dis, un grand écart. Sport Unlimitech, on parle beaucoup de technologie et de Web.3 et de métaverse, etc. C'était intéressant néanmoins dans le cadre du renouvellement des activations de sponsoring, de se dire que depuis peu, finalement, il y a une tendance forte qui s'opère auprès du grassroots. Alors, ce qu'on appelle le grassroots, c'est effectivement une démarche des sponsors qui est très authentique, qui est très localisée, très en proximité avec leurs audiences, très terrain, on va dire. L'enjeu, clairement, c'est de montrer pour ces marques qui, au-delà de la visibilité, au-delà de la préférence de marque, a vraiment du sens et a une démarche active, utile auprès des audiences et qui agissent concrètement au plus près des audiences et de leurs problématiques. Donc ça, c'est évidemment structurant et important pour les marques partenaires. On pense par exemple au Crédit Agricole, qui est partenaire de la Fédération française de football, notamment sur les équipes de France, mais aussi et beaucoup
sur le sport amateur, notamment au travers des labels jeunes, qui vient valoriser finalement les actions des clubs et de leurs projets, plus évidemment en fournissant du matériel qui est complémentaire aux dotations fédérales, et on sait ô combien c'est précieux et important pour ce club amateur. Donc évidemment, indirectement, le Crédit Agricole, à travers ces démarches-là, participe à promouvoir et à faire en sorte que le football amateur puisse se développer dans de bonnes conditions. On a un autre type d'exemple, effectivement Nike ou Adidas, qui, encore une fois, sont partenaires de joueurs et qui servent les populations directement dans leur territoire. Ça ne vous aura pas échappé, Nike a rénové des terrains de foot à Bondy avec Kylian Mbappé, ou Adidas typiquement à Roissy-en-Brie avec Paul Pogba. Et vraiment, dans cette démarche-là, les deux marques se positionnent comme le fait de promouvoir la pratique du sport dans des milieux et des quartiers défavorisés. Encore une fois, c'est une démarche utile de proximité. Il y a clairement cette volonté de retour aux sources qui est rendue possible par les acteurs, comme par exemple Axe for Sport. Effectivement, ce n'est pas illustré là sur le slide, mais c'était important pour moi d'en parler, parce que c'est vrai que c'est des sociétés qui rendent possible et qui accompagnent ces marques sponsors pour faire en sorte que leur action soit toujours plus concrète auprès du sport amateur. Et donc aujourd'hui, grâce à Axe for Sport, c'est 50 000 sportifs et sportives qui sont équipés comme des pros, j'ai envie de dire. Et par exemple, c'est Unibet dans le football, c'est Land Rover dans le rugby, ou encore Groupama dans le cyclisme. Très bien, merci Céline. Et du coup, effectivement, à l'autre bout de ce grand écart, Julien, on a le 100% digital. Ouais, moi je peux l'opposer, donc vraiment le grand écart. En effet, ce qui a évolué pas mal ces dernières années, c'est on a aujourd'hui des sponsors qui ne sont que digitaux ou qui sont un peu les deux. Je prends l'exemple de l'AS Monaco, on a un main sponsor, donc ceux qui sont sur notre maillot, qui s'appelle eToro, qui est depuis cette saison et pour les saisons à venir. C'est un sponsor en fait qu'on a déjà depuis un certain temps, mais qui était uniquement sur des packages digitaux. Donc c'est-à-dire que par rapport au sponsoring traditionnel de type maillot, short, panneau d'interview, panneau au bord du terrain, là on est sur, ils vont devenir le presenting partner de notre composition, de nos buts, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la notion de unlimited inventory. En fait, sans le digital, on est limité, c'est-à-dire sur le maillot, on peut mettre un certain nombre de logos. On a vu que des fois, ça a été poussé très loin. À la fin, c'était plus vraiment des maillots, c'était des panneaux publicitaires entiers. Il y a forcément une place sur les fesses, et puis une en bas du dos, et puis une derrière l'épaule, mais c'est quand même assez limité, et puis ça devient pénaliser la marque à un moment. Sur le digital, il n'y a aucune limite. On peut vendre un package avec le starting 11, avec le résultat du match, avec la photo de la semaine, et on peut en créer à l'infini. On en parle donc moi je suis dans le service digital, on parle avec le sponsoring au quotidien, et ils disent voilà, on a ce sponsor qui aujourd'hui ne peut pas investir le ticket d'entrée qu'on voudrait pour être sur le maillot par exemple, mais on voudrait bien commencer à les faire rentrer pour un package entre 10 et 30 000 euros, donc ils sont des assez petits packages de sponsoring pour l'AS Monaco. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Et donc nous on réfléchit à ce sponsor, et on a un sponsor par exemple, une marque de montre, et on crée un package digital. Et la montre devient le timer officiel sur notre site web. On fournit aussi tous les horaires des matchs dans le monde entier avant les matchs, et ils sont le presenting partner de ça. Ça, c'est un package qui ne vaut pas très cher, donc entre 10 et 20 000 euros, et qui nous permet un peu de commencer à entrer en relation avec un sponsor pour le développer par la suite. Les outils que vous voyez à droite, Horizon et Blinkfire, sont des outils qui permettent de mesurer tout ça. Donc aujourd'hui, on ne fait pas un post, on poste à l'AS Monaco environ 30 000 posts par an sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un post dont on ne mesure pas la valeur pour un sponsor. Donc il y a deux moyens de la mesurer. Parfois on mesure une valeur passive. Donc je poste une photo d'un de mes joueurs qui vient de marquer un but avec son maillot et marqué eToro, et je peux dire à eToro la valeur pour eux de ce post, qui est en fait un équivalent média. Si eToro avait voulu toucher ce nombre de personnes-là dans cette cible, sur ce réseau, avec ce taux d'engagement, ils auraient dû payer tant. Donc là, très concrètement, quand on a gagné notre dernier match face au Paris Saint-Germain dimanche, on a un média qui s'appelle 433 qui est très puissant, qui a fait un post pour nous avec une très belle visibilité pour notre sponsor eToro. Et ce post-là, il va valoriser à $1 million aujourd'hui pour eToro, puisqu'il a touché 47 millions de personnes.
avec un engagement autour de 4 millions. Donc c'est des sommes énormes et nous, ça nous permet de donner ces chiffres-là aux sponsors. Et ensuite, il y a une partie proactive et c'est le logiciel qui s'appelle Horizon qui nous permet de dire chaque post qu'on fait, à quel prix on pourrait le vendre à un sponsor. Donc dans un cas, on détecte la marque, dans l'autre cas, il n'y a pas de marque présente et on nous dit ce post-là, vous le faites à chaque match. Des choses qu'on fait à chaque match, comme tous les clubs, c'est l'arrivée des joueurs quand ils sortent du bus. C'est des images que tout le monde connaît. On les voit avec leurs écouteurs, parfois en costume, parfois en survêtement, etc. Ce poste-là, aujourd'hui, je sais quelle valeur il a et je peux le proposer à un sponsor. Et je sais combien de fois je le fais par an. On joue 50 matchs et on met à chaque fois 4 photos par match. Donc c'est assez simple à valoriser. Et c'est un gros game changer puisque on est passé à l'AS Monaco sur les 2 dernières années de 12 sponsors à 25. Et je pense qu'on va en signer entre 5 et 15 dans l'année qui vient. Et peut-être pas très visible, mais sur ce type de package. Merci Julien. On va passer au troisième sujet qu'on souhaitait partager aussi avec vous. C'est la transformation de la société comme nouvel ingrédient du sponsoring. On ne va pas vous expliquer, vous le savez très bien aujourd'hui, l'importance de la RSE, de l'engagement sociétal qui est demandé aujourd'hui aux marques qui ne peuvent plus faire l'économie de se montrer responsables et engagées de façon authentique. Donc c'est aussi vrai pour les marques partenaires du sport. En plus, les fans de sport, il y a une étude Meaningful Passions qui est sortie en 2021 qui a montré en fait que les fans de sport sont aussi sont des publics très engagés, mais aussi très exigeants, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien l'intérêt des marques partenaires. D'ailleurs, ils les valorisent, mais ils peuvent aussi être très exigeants et être même amenés ou être capables de les boycotter si elles ne se montrent pas authentiques et responsables. Bon, il y a pas mal d'événements là ou de polémiques récentes sur le sujet. C'est Huawei avec le sujet des Ouïghours, ça peut être les goodies sur le Tour de France, c'est Adidas du coup qui se sépare de Kurt Zouma, ou même le sujet un petit peu différent, mais comme il est d'actualité, le cas Kylian Mbappé avec le sujet du droit à l'image collective, etc. Donc il y a un vrai enjeu autour du sponsoring sportif qui doit tenir compte de ces évolutions de la société. Et c'est là, Jean-Baptiste, que j'ai envie de vous passer la parole, parce que on pense que ce que vous faites chez Jabra aussi ressort d'un vrai engagement d'un partenaire bien au-delà de l'aspect business et visibilité, et que ça illustre tout à fait cette tendance des partenariats sportifs. Donc Jean-Baptiste, hop, je suis allée trop vite. Peut-être nous représenter Jabra et nous expliquer ce que votre stratégie en termes de partenariat sportif. Bonjour à toutes et à tous. L'histoire que je vais vous raconter, elle est très simple parce qu'elle est humaine. Déjà, Jabra. Donc, Jabra est une marque qui appartient à un groupe danois et on est spécialiste sur toutes les solutions audio, vidéo, prothèses auditives. Donc, on est dans le médical, on est également dans le monde de la défense, mais grosso modo, notre business, c'est toutes les solutions qui permettent de communiquer main libre et plus récemment avec des solutions de vidéoconférence. Donc on opère dans le B2B, dans le B2C, médical et défense. Alors l'histoire de Jabra dans le sponsoring, elle est très simple parce que c'est une démarche individuelle, en l'occurrence que j'ai portée et qui ensuite est devenue une démarche d'entreprise. Mais c'est l'histoire d'une rencontre avec une joueuse de golf sur le circuit professionnel féminin qui s'appelle Annelise Kodal, que vous voyez sur la photo. Aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'elle opère sur le tour européen. Actuellement, elle est en train de jouer en Afrique du Sud, l'Open d'Afrique du Sud. Et je la rencontre en 2015 dans un événement d'entreprise très traditionnel. Et elle me raconte, elle me parle de son métier, elle me parle de son sport. Et en fait, je perçois dans ces mots que ça part dans le mur. C'est-à-dire que si rien ne se passe sur le circuit professionnel féminin de golf, je vous parle au niveau européen, je ne suis absolument pas sur le niveau français, on est vraiment au niveau de l'Europe. Après, il y a les États-Unis, le tour américain est en pleine forme, mais le tour européen était en train de mourir. Et
Et en fait, l'histoire, elle est très simple, c'est que les joueuses, pour faire leur métier, il faut qu'elles passent par la banque. C'est-à-dire qu'en janvier, elles vont voir leur banquier, elles empruntent pour leur saison. Une saison, ça vaut à peu près 100 000 €, entre les avions, les hôtels, parce qu'on dit circuit européen, mais ça joue en Thaïlande, ça joue en Arabie, ça joue de partout. Et donc bah, c'est parti pour mourir. Donc, pour vous donner une idée, en 2018-2019, donc il y a 52 semaines dans l'année, elles ont 14 tournois. Donc elles ne jouent même pas un tiers du temps. Donc le reste du temps, bah, vous êtes en vacances, enfin, vous vous entraînez, mais vous ne gagnez pas d'argent. Donc le modèle économique, il est mort. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et c'est une superbe personne, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une aventure humaine. On parlera après effectivement du digital, enfin on en a déjà parlé, mais le tournoi, j'en parlerai après, mais c'est l'histoire d'une rencontre avec une sportive de haut niveau qui a la chance d'avoir énormément de talent, parce que si elle n'avait pas ce talent-là, je pense qu'elle aurait arrêté, et surtout, et c'est elle qui le dit, c'est pas moi, si on n'avait pas été là à ce moment-là, aujourd'hui, elle ferait autre chose. Clairement. Donc elle aurait stoppé sa carrière, alors qu'elle a encore gagné il y a 2 ans. Elle aurait stoppé sa carrière vraisemblablement en 2017. Voilà, ça c'est le point de départ. Ensuite, et je vais la faire très courte parce que sinon on peut y passer des heures, on est amené à créer 2 tournois, un en France, un en Afrique du Sud, des tournois donc sur le circuit européen et sud-africain. Et donc voilà, Jabra rentre dans ce qu'on appelle le sponsoring, que moi j'appelle plus le partenariat, le soutien à un sport et à des joueuses pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Voilà, donc ça c'est l'histoire de notre arrivée dans le sponsoring sportif. Donc c'est très traditionnel, c'est très classique, mais c'est une fois de plus, c'est une histoire, c'est une aventure humaine. Donc je pense qu'elle a beaucoup de valeur, et ça fait 6 ans que ça dure. Merci, merci Jean-Baptiste. Sur ce même angle, Céline, je crois que tu voulais nous partager en fait l'exemple de Budweiser, finalement d'un partenaire qui va bien au-delà de son rôle en fait de sponsor. Oui, le sujet c'est effectivement comment ces prises de conscience et ces problématiques liées à notre société, ces problématiques RSE au sens large, influent la stratégie sponsoring des partenaires. Et effectivement, je trouve que l'exemple de Budweiser est absolument très très respectable et très performant et très remarquable, c'est plus le terme, parce qu'il illustre vraiment comment finalement ces prises de conscience ont orienté leur stratégie. Donc en fait, Budweiser est partenaire de la Ligue féminine américaine de foot, et a lancé une campagne qui s'appelle Future Official Sponsor. En fait, le constat était simple, c'est que la marque de bière, Budweiser, était parmi les 3 uniques partenaires de cette ligue, versus 24 pour son homologue américain. Donc c'est un constat quand même problématique, parce qu'on sait ô combien, et on l'a vu, les marques ont un rôle majeur dans le cadre des disciplines et auprès des clubs et des ligues. Et donc en fait ils ont pris le problème à bras le corps en se disant finalement plutôt que d'utiliser nos droits pour faire la promotion de notre bière, ce qui semble être a priori assez classique, quand on est sponsor, on fait avant tout ça pour faire la promotion de son produit, on va se mettre en retrait, et on va finalement mettre en place cette campagne qui va être à la recherche de nouveaux sponsors. Donc, ils ont fait la promotion de ce que le détenteur de droits, en l'occurrence la Ligue, permettait dans le cadre de leur deal avec des sponsors. Donc, ils ont travaillé avec Megan Rapinoe, qu'on ne présente plus, et ils se sont dit, voilà, on a conscience de notre puissance, qui est évidemment bien plus importante que celle de la Ligue, et on va exposer le problème au plus grand nombre. On va éveiller des consciences dans un objectif positif pour la société. Donc en fait, ils ont fait à ce titre-là un appel large pour soutenir le football et lutter contre les inégalités. On l'a vu, à la fois les sponsors, mais aussi les salaires, parce qu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes salaires pour les joueuses. Donc en fait, à travers cette campagne qui est illustrée là, tout ce que vous voyez en vert, en fait, c'est les sponsors, enfin les secteurs d'activité qui pourraient être des sponsors. Et donc on en voit, c'est un certain nombre. On le voit là avec tout ce qui est food and beverage potentiellement. Pourquoi pas un horloger. La campagne était assez vaste.
Et Budweiser a fait en sorte de solliciter les marques potentielles en direct, a fait en sorte de demander à ses audiences, aux fans aussi, de proposer quels pourraient être finalement les sponsors qui pourraient s'engager et à choisir les marques qui pourraient s'engager et à rejoindre l'aventure. Et au final, c'est 6 nouveaux sponsors pour la Ligue. C'est des salaires qui ont augmenté de 20% parmi les joueuses. Et d'ailleurs, on a vu récemment, puisque ça c'est une campagne qui date de 3 ans, il me semble, mais ça ne vous aura pas échappé. On a vu passer qu'effectivement, aujourd'hui, les salaires de l'équipe féminine est équivalente au salaire de l'équipe masculine, et ce n'est pas rien. Donc voilà, c'est quand même une campagne qui me semble, dans le cadre de ce qu'on cherche à illustrer sur comment finalement ces problématiques sociétales changent les stratégies d'activation. Et encore une fois, c'est plus de crédibilité pour la marque Budweiser, c'est plus de proximité avec les fans, c'est plus de proximité aussi avec son détenteur de droit. Et encore une fois, une marque qui fait du sens et qui s'engage dans les problématiques de la discipline qu'elle accompagne. Merci Céline. On arrive à la conclusion de cette table ronde. Et du coup, je vais vous poser la question finalement à chacun d'entre vous. Enfin, quel est le sujet du sponsoring de demain? Alors, on parle de politique pour les droits, mais pas que. Quel est ce que vous avez envie de nous transmettre sur l'évolution que vous voyez dans le sponsoring de demain? Et je te repasse la parole. Céline, tu vas ouvrir le bal pour cette conclusion avec un nouveau cas pratique. Alors, encore une fois, tu parles de sponsoring de demain. Enfin, voilà, c'est la façon dont on peut... le sponsoring se renouvelle et on ouvre des perspectives, on met le doigt sur des cas qui amènent à réfléchir. Et effectivement, ce cas de Burger King avec Steven Edge, alors je ne sais pas si vous connaissez Steven Edge, j'imagine que oui, c'est un club de 4e division anglais, donc à la base, personne ne connaît. Et c'est un cas aussi retentissant qu'original entre ce mariage, encore une fois, entre Burger King et Steven Edge. Concrètement, en 2019, donc Burger King devient le sponsor maillot de cette équipe. Donc, ce qui peut clairement sembler incongru, voire un peu ridicule, parce que c'est vrai que c'est un investissement relativement léger pour une marque comme Burger King. Il faut avoir en tête que Steven Edge, c'est 2700 spectateurs par match. Enfin, voilà, faut se rendre compte que les chiffres sont relativement faibles. Mais il faut clairement voir plus loin que la simple association de la marque par rapport à la visibilité potentielle exposée sur le maillot est donc quelque chose d'une visibilité ultra réduite. Car aussi petit soit le club, il était surtout dans le jeu vidéo le plus populaire du monde, le jeu vidéo de foot le plus populaire du monde, en l'occurrence FIFA. C'est 25 millions de joueurs, c'est clairement une fenêtre de visibilité idéale pour un sponsor maillot. Et donc, en fait, le problématique, c'est comment utiliser ce jeu, comment utiliser ce partenariat pour que c'est un réel impact et qu'on augmente la visibilité. Et c'est là où il y a le coup de génie marketing, clairement, c'est que Burger King a lancé le Steven Edge Challenge, qui incitait les joueurs à utiliser le club et à partager les meilleures actions. Donc, c'est 25 000 buts qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, faisant du club finalement le club le plus choisi par les vidéastes sur Twitch. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment, ils ont tiré le fil et ils ont intégré dans les effectifs des joueurs stars. Donc on le voit, hein, c'est Kylian Mbappé, Neymar Junior, Lionel Messi, Ronaldo, qui finalement dans le jeu se retrouvent à porter sur les épaules le maillot avec la visibilité et le sponsor Burger King sur les épaules. Donc c'est une vitrine incroyable qui est rendue possible par évidemment l'engagement des fans et le pouvoir des réseaux sociaux. Pour le club, bon, bah voilà, je crois qu'ils ont été contents parce que c'est la première année où finalement ils ont fait sold out sur leur vente de maillots, mais c'est surtout que c'est devenu un club mondialement connu. Donc après coup, c'est vrai que par rapport à cette problématique de comment on peut
renouveler et se poser des questions dans le cadre de sa stratégie de sponsoring, bah, typiquement, un cas comme ça pose la question de est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse 50 000 livres dans mon partenariat initial, mais par contre, de faire en sorte d'avoir une stratégie d'activation et marketing qui soit hyper innovante, à celui d'un sponsor majeur comme Chevrolet, pour ne parler que d'eux, c'est 64 millions de livres pour Manchester United. Donc effectivement, c'est quand même des questions à se poser demain dans le cadre du renouvellement du sponsoring en termes d'exemple. Oui, parce qu'à un moment donné, on avait tendance à dire finalement, on va aller, les droits premium resteront premium et auront pas tellement de difficultés à trouver des partenaires et des sponsors. Et on se faisait beaucoup de soucis pour les petits droits entre guillemets. Et on voit que finalement, c'est aussi possible. Et il y a des coups de génie marketing, comme tu le dis, possibles avec des assets beaucoup plus raisonnables en fait. Julien, je te repasse la parole. Je pense que tu voudras conclure sur ce sujet. Oui, donc sur le Web3, pour reprendre ce que dit Céline, il y a quelque chose d'intéressant. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans les nouveaux acteurs. Donc il y a un acteur qui s'appelle Sorare, qui est, on va dire, le Panini des NFT aujourd'hui. Donc des échanges de cartes de football en NFT, qui est donc sponsor de l'AS Monaco. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour ces marques-là, le ticket d'entrée est assez faible. Par contre, le gain peut être énorme. Donc c'est la même mécanique que dans les crypto-monnaies, c'est de là d'où ils viennent. Et c'est lié à la conversion. Et je faisais le parallèle avec Parion Sport, qui était un ancien partenaire de l'AS Monaco. Parion Sport, quand il s'associe à l'AS Monaco, c'est dans l'objectif que des gens s'inscrivent sur Parion Sport pour placer des paris, clairement. Mais par contre, il y a très peu de parts variables dans leur deal. Peut-être ça représente entre 5 et 10% du deal. Sorare, ça représente 90% du deal. Donc en fait, il y a une politique d'activation énorme derrière. Et ils peuvent rentrer avec un très petit ticket d'entrée, mais eux, ils ont des promesses de on vous donne 30 000 € qui peuvent devenir 3 millions, par exemple. Donc, ils sont très fortes. Donc, ça, c'est nouveau, je pense, dans l'approche par rapport aux anciens sponsors qui payaient principalement pour la visibilité et un peu pour la conversion. Là, on n'est que sur de la conversion quasiment. Et je voulais parler de l'exemple de l'Australian Open, qui est sans doute l'ayant droit aujourd'hui le plus avancé dans le monde du Web3. Ils ont une stratégie Web3 hyper développée, un investissement en millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait deux choses principalement. Ils ont créé des NFT, qui sont les balles de tennis que vous voyez ici. Donc, des NFT, c'est des objets digitaux qu'on achète, qu'on peut revendre, mais qui sont liés à d'autres choses. Donc, quand on achète cette balle de tennis, on achète aussi une partie du court central. Et ils ont une technologie qui s'appelle Hawkeye, que vous connaissez, qui permet de savoir si la balle est dans le terrain ou pas. Donc, en fait, le court a été divisé en 8000 parcelles. On achète une de ces parcelles, qui valait à l'origine environ 300 $. Et en fonction de ce qui se passe quand la balle tape dessus, on a des rewards. S'il y a par exemple une balle de match qui est jouée sur ma parcelle, j'ai des tickets à vie pour l'Australian Open. Donc c'est ça que veulent dire ces balles. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense que le monde parfois des métaverses et NFT est assez diffus et pas très concret. Là, c'est hyper concret. Et quelle est la conséquence de ça? Donc il y a 8000 personnes aujourd'hui qui ont des parcelles du court central de l'Australian Open. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils regardent énormément les matchs. Donc la visibilité pour les sponsors qui sont sur la panoptique autour est hyper accrue, puisque quand je vais regarder si la balle a bien tapé dans ma parcelle, je vais peut-être regarder 40 fois pour être sûr, je vais me dire mais c'est la mienne, c'est pas la mienne, etc. Donc s'il y a des dérivés comme ça, des impacts sur le sponsoring qui sont inattendus. Et puis il y a l'autre chose qu'ils ont fait à l'Australian Open, c'est qu'ils ont construit dans le metaverse, donc dans un des deux plus grands metaverses actuels qui s'appelle Decentraland, sans doute le plus grand, ils ont refait tout leur stade. Projet très ambitieux puisqu'il faut acheter du terrain, comme vous le savez. Ensuite, il faut construire. C'est du mapping en 3D, donc c'est un gros investissement. Aujourd'hui, dans Decentraland, quand on va se balader autour de leur stade, il y a 3-4 utilisateurs qui se baladent parce que le taux d'adoption des métaverses aujourd'hui n'est pas énorme. Ça va changer à l'avenir avec des boîtes comme Facebook qui se renomment Meta. Mais quand il y aura des milliers de personnes qui vont se balader dans le métaverse et qui vont rentrer dans la Rod Laver Arena, les sponsors qu'on voit dans le Decentraland ne sont pas les mêmes que dans la réalité. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont déjà vendu à des nouveaux sponsors de la panoptique dans le metaverse. Donc quand on parle de grassroots et que je vous parle de ça, j'ai un peu l'impression de planer à 8000. Et c'est pas le cas, mais c'est juste pour dire que voilà ce qui est en train de se passer et quel impact pour le sponsoring. Demain, le sponsoring, ça peut être vendre de la panoptique dans le metaverse.
Et ça peut même avoir des sociétés, tout à l'heure je parlais de sociétés qui mesurent la valeur de nos posts sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'il y aura très bientôt des sociétés qui vont mesurer la visibilité de mon sponsor dans le metaverse en fonction du nombre de personnes qui passent et de combien de temps ils regardent. Donc un monde qui change et très drivé, c'est tout à leur honneur par l'Australian Open. Merci pour cet exemple, effectivement, Julien. Et puis on n'a pas le temps d'en parler parce qu'il faut qu'on conclue, mais ça aussi, tu nous le disais, en fait, des conséquences énormes pour les équipes des détenteurs de droits qui doivent aussi se réorganiser, puisque voilà, c'est plus un sponsoring qui demande beaucoup d'activation si on veut démultiplier. Donc ça a aussi des conséquences sur vos équipes. Le mot de la fin pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, justement, sur ce sujet des NFT, où je crois que vous avez un nouveau partenaire et c'est quelque chose qui vous inspire pour peut-être votre stratégie de sponsoring ou de partenariat, pardon. On va découvrir ça au mois de mai pour le Jabra Illies Open à Évian. Effectivement, on a un presenting partner qui nous rejoint cette année qui s'appelle Bitstamp, qui fait partie de ces acteurs de la crypto. Et qui, effectivement, moi j'ai découvert les NFT par leur biais il y a 2 ans. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais étant intéressé par le marché de l'art, je regardais les chiffres qui ont été publiés dans la Gazette Draw la semaine dernière. Le marché de l'art en NFT, c'est 41 milliards en 2021. Personne n'a rien vu venir, il n'y a aucun cadre légal. Donc c'est assez intéressant et intriguant de savoir ce qui va se passer. Donc nous, on a Bitstamp effectivement qui arrive, qui est un des acteurs dans le monde de la NFT. Donc on va découvrir l'histoire que tu racontais, Julien, avec ces parcelles de cours de tennis qui sont attribuées par le biais des NFT. Dans le monde du golf, c'est pareil. Il y a des zones où on se pose et puis potentiellement ça fait trou en un. Donc je pense qu'on va être amené à réfléchir, à faire évoluer les prize money qui seront en numéraire et potentiellement en crypto. Alors après, c'est volatile, donc il y a un risque pour la joueuse qui gagne d'avoir une partie de sa rémunération en crypto, mais je pense que c'est l'avenir, clairement, enfin, c'est même le présent. Et après, il y a le NFT, effectivement, de voir comment on peut le faire décoller. Alors, la chance que l'on a, Jabra, avec le Jabra Illies Open, c'est qu'on l'a créé, le tournoi, avec Danone, d'accord, comme on est posé à Évian. Donc, on a la puissance du groupe Danone, avec quelques visionnaires bien connus du groupe, qui, le NFT, clairement, ça fait partie de leur stratégie. Donc, voilà, je pense qu'on aura une belle histoire, on a de la chance, on tombe au bon moment, au bon endroit, avec le bon partenaire. Maintenant, voyons comment ça se développe, mais je pense que ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Le dernier des mots de la fin, c'est pour vous, Stéphanie. Votre rôle de recruteur officiel, vous avez aussi un rôle considérable pour l'emploi dans le secteur du sport. Est-ce que c'est là-dessus que vous voulez conclure ou voilà, votre rôle de partenaire de demain, vous l'envisagez comment ? Eh bien, on va continuer dans ce schéma-là, d'être toujours partenaire du sport en proximité ou sur des grands événements, sans ignorer pour autant ce qui a été évoqué autour de cette table, puisque Proman, mais je vais faire très court, on investit aussi beaucoup sur le sourcing digital. Donc, je pense qu'il y a des vecteurs de développement, puisqu'on a même fait des communications comme sur TikTok, même Tinder, vous voyez. Donc, on sait sortir du cadre chez Proman, mais on va continuer sur cette lancée-là, tout en prenant en compte les nouvelles technologies, les évolutions technologiques liées au digital, bien évidemment. Très bien, donc le digital, de nouvelles opportunités aussi pour vous. Qui sont déjà actives et toujours dans le sport également. Très bien, écoutez, je vous remercie énormément tous les 4. Merci beaucoup pour votre contribution. Moi, j'ai passé un très très bon moment et appris plein de choses. Toi aussi, Laurie. Ouais, on a un petit peu de retard. Mais... Non, ça va. On ne vous fera pas payer. Voilà. Et merci à Sport Unlimited d'avoir mis au programme ce sujet du sponsoring qui est passionnant et j'espère qu'on vous a apporté quelques clés sur ce sujet. Merci. On peut les applaudir. Merci à tous les 5. Je vous laisse quitter la scène.